Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Un jour dans l'histoire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un jour, mais de 100 jours dans l'histoire. Pas les 100 jours bien connus du second et dernier règne de l'empereur Napoléon, mais les 100 jours de l'interrègne royaliste. Nous notons au passage que nous devons l'expression 100 jours, qui sont en réalité 110, au préfet de la Seine Chabrol, venu accueillir Louis XVIII aux portes de Paris le 8 juillet 1815. Et qui, par ces mots, entend évoquer l'épisode qui s'inscrit entre le départ du roi le 20 mars 1815 et son retour. Louis XVIII n'apprécia guère l'allusion à ce qui fut pour lui un nouveau sauve-qui-peut. D'ailleurs, que sait-on sur ce nouvel exil ? En définitive, peu de choses. Le spectacle n'était pas là, mais du côté de l'empereur. Son soudain retour, suivi de sa chute, tout aussi soudaine, ont monopolisé l'attention, que ce soit celle des historiens ou encore celle des écrivains. D'Adolphe Thiers à Georges Blond, en passant par les grands détracteurs de Napoléon comme Hippolyte Taine, ils se sont tous intéressés à l'empereur. Sans oublier Dominique de Villepin qui profita de l'épisode pour mettre en exergue sa notion de sacrifice en politique. Les 100 jours sont ainsi bien ceux de Napoléon. En chassant Louis XVIII du trône, il réussit du même coup à faire tomber le roi et ses compères dans les oubliettes de l'histoire. Personne ne s'est intéressé aux perdants de ces 100 jours. Et pourtant, n'ont-ils pas, eux aussi, beaucoup à nous apprendre ? C'est ce que Canal Académie vous propose de découvrir aujourd'hui, en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel, auteur de 100 jours, La tentation de l'impossible, paru aux éditions Fayard. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Nous sommes toujours très heureux de vous recevoir au micro de Canal Académie. Et moi donc ? Vous étiez venu il y a déjà quelques temps pour parler de Talleyrand et du Congrès de Vienne. Cette émission est d'ailleurs toujours disponible dans la médiathèque. Et plus récemment, vous avez participé à une série d'émissions sur l'Empire et plus précisément sur les années 1808 et 1809. On a un peu débordé d'ailleurs. Je rappelle tout de même à nos auditeurs que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des idées du 19e. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages, dont une biographie du duc de Richelieu, pour laquelle vous aviez reçu un prix de l'Académie française, le prix Gobert, et une célèbre biographie de Talleyrand. Je voudrais également citer peut-être un autre de vos ouvrages, moins connu du public, qui est l'histoire à rebrousse-poil, les élites, la restauration, la révolution, paru chez Fayard en 2005. Mais donc vous êtes là aujourd'hui au micro de Canal Académie pour nous parler de votre dernier bébé, si j'ose dire. Les 100 jours, la tentation de l'impossible. Et tout d'abord, comment vous est venue l'idée de ces 100 jours du côté des perdants ? D'abord, l'historien n'est pas dans une tour d'ivoire, il est perméable au temps dans lequel il écrit, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, l'historien est forcément un peu subjectif par rapport à son sujet. En réalité, ce qui compte dans l'approche de l'historien par rapport à son sujet, c'est la question qu'il pose à son sujet. La question que je me suis posée aux 100 jours est à peu près la suivante. Jusqu'à présent, les 100 jours étaient considérés plutôt comme l'ultime parade de l'épopée napoléonienne, comme une sorte de baissée de rideau, un salut à l'artiste qui passe une dernière fois. Et je me suis demandé si au fond, cette période ô combien dramatique et ô combien bousculée des 100 jours, donc ces 3 mois de 1815, n'était pas plutôt le début de quelque chose d'autre, c'est-à-dire la matrice peut-être d'un second cycle de la Révolution française, d'un retour de la Révolution, d'un retour des divisions françaises après cette période relativement calme de l'Empire et surtout de la Première Restauration. Et me posant cette question-là, je me suis demandé si la réponse ne viendrait pas du contre-jour, c'est-à-dire d'un renversement de perspective et d'une tentative d'observation des 100 jours du point de vue, précisément comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, de ceux qui ont subi le retour de Napoléon, autant que de ceux qui étaient du côté de Napoléon. Donc j'ai essayé vraiment de faire le tour de mon sujet et à la différence peut-être de mes prédécesseurs, de voir ces 100 jours de tous les points de vue, y compris d'ailleurs de ceux de l'étranger, en considérant qu'on ne s'observe jamais mieux soi-même qu'à travers le regard des autres. Et je me suis posé la question aussi de savoir comment on voyait la France en 1815, comment les Européens, puisqu'on est à l'heure actuelle destiné à du point de vue de la crise financière
en plein dans le sujet européen, comment les Européens nous voyaient. Je vous rassure tout de suite, on nous considérait comme relativement fous déjà à cette époque-là. Mais en tout cas, voilà, ça a été mon propos, de faire vraiment le tour de la question et de montrer qu'au fond, cette période est un peu au cœur des passions françaises. Et l'ambition qui a été la mienne, si ambition il y a, c'était peut-être d'essayer de montrer les Français tels qu'ils étaient en 1815 et tels qu'ils sont encore un peu aujourd'hui. Oui, alors n'allons pas trop vite, je dirais, puisque le cœur des passions françaises, c'est votre conclusion, Emmanuel. Elle traverse tout le livre. Mais j'allais vous poser comme question, le fait de regarder l'histoire à contre-courant, quelque part, est-ce que ça a eu une influence sur votre méthode de travail ? Est-ce que ça a eu une influence ? Ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu une quadrature du cercle. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'au fond, je considère que l'histoire, la meilleure façon de faire part de l'histoire, c'est de produire un récit. Mais évidemment, du point de vue de l'historien, avec ses méthodes et son rapport aux sources et la quête et la critique de ses sources et tout ce que ça implique, la production d'un récit est extrêmement difficile. Donc, c'est cette espèce de tentative-là qui est à l'œuvre dans les 100 jours, c'est-à-dire d'une part un récit et d'autre part l'analyse du récit. Enfin, un récit... Les deux étant profondément imbriqués. Et puis, c'est un récit qui est difficile à écrire dans la mesure où il y a une unité de temps qui sont les 3 mois de mars à juillet 1815, mais il n'y a pas vraiment d'unité de lieu. Il faut réussir à produire un récit panoramique en passant d'une région à l'autre, d'un sujet à l'autre, tout en restant fidèle à un fil conducteur. Alors au niveau du récit, c'est extrêmement... Enfin, le récit est très riche de 1000 anecdotes, très rigolotes même parfois. Mais le travail d'historien est quand même bien là. Et entre autres, au niveau de vos sources, une des grandes forces de votre ouvrage, c'est la qualité et la richesse des sources. Et on a l'impression, en vous lisant, qu'être historien, finalement, c'est être un peu chanceux. Oui, je ne considère pas que le fait d'avoir des sources inédites, en effet c'est le cas, et j'essaye que ce soit à chaque fois le cas dans chacun de mes livres, est essentiel. Ce qui pour moi est essentiel, encore une fois, c'est la question que l'historien pose à son sujet. En effet, les inédits, mais vous savez que par ailleurs, on peut relire pour la 28e fois un texte publié et accessible à tous et ne pas avoir la même interprétation de ce texte par rapport à ses prédécesseurs. L'inédit peut apporter de la fraîcheur et éventuellement une réponse précisément à la question qu'on s'est posée. Ça, c'est important. Comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup d'inédits, mais sinon, vous appuyez aussi beaucoup sur les grands classiques. Vous vous servez aussi beaucoup de Chateaubriand, bien sûr, et ses mémoires d'outre-tombe, dont on ne se lasse jamais. Quand je parle de la critique des sources et du travail de l'historien, en effet, au cœur du travail de l'historien est la mise en comparaison des sources les unes avec les autres, c'est-à-dire des voix qui disent le vrai de l'histoire, en sachant évidemment que la vérité historique est très difficile à étreindre et que l'historien est un peu comme le personnage qui serait assis au bord du lac et qui attendrait désespérément que le monstre du Loch Ness en sorte. Il y a un peu de ça, on court après la vérité historique et on sait bien que on a affaire en permanence à des dissonances, chacun en fonction de ses héritages culturels, de sa position sociale ou politique, dit quelque chose du vrai de l'histoire qui n'est pas le même que son voisin. Donc ce sont ces variétés de discours qui m'intéressent et qui sont données à travers des sources extrêmement variées, et je considère que la nature des sources doit être explorée dans sa plus grande largeur, si j'ose dire. Bien sûr, il y a les sources classiques de l'historien, qui sont les sources imprimées ou manuscrites, écrites, que ce soit des correspondances de l'intimité ou des textes plus normatifs, administratifs, des rapports de police, qui sont pas si normatifs que ça d'ailleurs, d'une part, mais j'ai toujours considéré que les mettre en comparaison avec d'autres types de sources, comme des sources écrites mais littéraires, qui sont là des productions de fiction, et les romanciers sont extrêmement présents dans ce livre, parce que tout simplement, ils ont, pour des raisons bonnes ou mauvaises, considéré que les 100 jours étaient encore une fois au début de quelque chose qui était aussi romanesque que réel. Ça, c'est un point. Mais j'ai aussi considéré que les sources iconographiques, oui, c'est c'est exactement c'est la réflexion que j'allais vous faire. Essentiel. Il y a 2 cahiers d'illustrations magnifiques et on sent bien le souci chez vous, c'est pas la première fois, de mettre une image en rapport avec l'idée développée. Pas seulement la présence de l'image en tant que telle dans un cahier hors texte, mais le travail sur l'image dans le récit lui-même. L'image contient
un sens ou des sens, un signe ou des signes qui sont parfois contradictoires, parfois complémentaires avec les sens contenus dans les textes écrits. Et l'image, et c'est un des enjeux de ce livre, est productrice d'imaginaire et de représentation. Et je dirais que l'un des thèmes conducteurs de tout ce livre, c'est le rapport des faits aux symboles et à l'imaginaire et aux représentations qu'elles ont produits. Ce qui fait l'enjeu de ces 100 jours, du point de vue de Napoléon comme du point de vue de Louis XVIII, c'est la guerre des symboles. Que ces deux personnages, et je dirais les deux tendances qu'ils représentent, vont se mener pendant 100 jours. Guerre des symboles qui finira au bout du compte par réussir un peu plus, voire beaucoup plus à Napoléon qu'à Louis XVIII. Et cette guerre des symboles, qui d'ailleurs dénote quelque chose du tempérament et du caractère français, qui a toujours été plus fasciné par les apparences que par la réalité, est particulièrement vive et à l'œuvre au cours de ces 100 jours. Et moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire du côté de ces représentations. Je suis un historien de la culture, à la fois sous l'influence des Américains, de cette cultural history qui nous vient des États-Unis dans les années 80, et de François Furet, qui est plus un historien des idées. Je suis à cheval entre l'histoire de la culture et l'histoire des idées. Et le rapport entre les deux m'a toujours intéressé, et il est particulièrement frappant au cours de cette période des 100 jours. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer. En tout cas, c'est par rapport à ça que j'ai essayé de travailler. Alors nous allons procéder à une courte pause. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Emmanuel de Varesquiel, auteur des 100 jours, la tentation de l'impossible. Je reçois Emmanuel de Varesquiel et nous avons évoqué dans son travail d'historien, dans une première partie, sur ces 100 jours, la tentation de l'impossible. Nous allons maintenant plus parler du livre en lui-même. Venons-en au récit. Donc dans une première partie, Emmanuel, vous plantez le décor. Nous sommes le 20 mars à Paris. Personne ne sait ce qui va se passer, sauf ceux qui avaient tout prévu 15 ans après, mais ça c'est un autre problème. Et l'historien. Et l'historien, bien sûr. Et dans cette partie, vous accordez une large place à la légende qui s'est développée autour de la marche victorieuse de Napoléon, parce que Napoléon est très présent dans ses premières pages, et surtout aux conditions de son retour au pouvoir et de la légitimité de son retour au pouvoir. Oui, alors c'est une exposition, et vous savez qu'il y a toujours une part littéraire dans l'écriture de l'histoire, et une part de construction, et l'idée que j'ai eue, c'était en effet de ne pas respecter la chronologie, de commencer par ce 20 mars, dans la mesure même où chronologiquement... J'aurais dû commencer au 1er mars 1815, qui est la date du débarquement de Napoléon au Golfe Juan, le retour de cette île de pacotille, de ce carré de choux, comme disait de façon un peu méprisante Chateaubriand à propos de l'île d'Elbe. J'ai choisi délibérément de raconter, certains m'ont gentiment dit un peu à la façon d'un synopsis cinématographique, de raconter presque heure par heure cette journée du 20 mars 1815 à Paris, donc avec un positionnement volontaire qui est celui de cette ville de Paris qui est dans l'attente de cette arrivée de l'empereur dont on sait qu'il est sur la route du pouvoir, à nouveau sur la route du pouvoir, dont on sait qu'il est à Fontainebleau et qu'il va arriver dans la soirée. Ce qui me frappe, d'abord, cette journée parisienne est une journée vide de pouvoir, si j'ose dire, puisque la veille au soir, le roi, son ministre, son gouvernement, sa cour, sa maison militaire ont quitté les Tuileries, qui est le siège du pouvoir. Ces Tuileries qui n'existent plus aujourd'hui que par deux pavillons très refaits sous le Second Empire, qui sont les pavillons de Flore et les pavillons de Marsan, au bord de la Seine et le long de la rue de Rivoli. Le centre des Tuileries a brûlé définitivement sous la Commune, comme on le sait avec ce pavillon de l'horloge. Ben, c'est le lieu du pouvoir. Il a été déserté, on en parlera probablement tout à l'heure, par ce gouvernement royal installé depuis peu en France, c'est-à-dire depuis presque 8 mois, ouais. Qui est un gouvernement, peut-être faut-il le dire, qui est une expérience très nouvelle après la Révolution, le Consulat et l'Empire, de gouvernement mixte, c'est-à-dire d'une monarchie parlementaire, pour dire les choses de façon un peu rapide, qui allie à la fois un exécutif royal qui repose sur des droits historiques, des droits héréditaires qui sont ceux de la maison de Bourbon, Louis XVIII qui l'incarne et le frère cadet de Louis XVI, quel que soit le comportement, je dirais probablement un peu ambivalent qui a été le sien vis-à-vis de son frère sous la Révolution. Voilà ce roi qui incarne ce nouveau pouvoir, déterminé
par une charte, c'est-à-dire une constitution, qui fait bien la part, à la fois d'une part de l'exécutif royal qu'il incarne et d'autre part de la représentation nationale, qui est calquée sur un modèle anglo-saxon, anglais, qui est un peu celui que nous connaissons aujourd'hui, toute proportion gardée, c'est-à-dire un modèle bicaméral avec une chambre des députés et une chambre haute, ce qu'on appelait à l'époque la chambre des pairs. Et ce modèle est un modèle à la fois de transition, de modération, de paix et de liberté, qui évidemment tranche profondément avec ce que les Français ont connu sous l'Empire. Vous vous rappelez de cette phrase merveilleuse de Guizot: sous la Révolution, on se battait, sous l'Empire, on se taisait. La Restauration avait ramené les libertés. Et c'est un peu ça qui se passe, avec tout ce que les libertés peuvent impliquer éventuellement de ressentiment que pourraient avoir les uns contre les autres, puisque nous sommes toujours en présence plus ou moins de deux France en 1815. C'est la même génération que la génération de la Révolution, qui sont d'une part ce qu'on appelait l'ancienne France et la nouvelle France, la France plus attachée à l'ancien régime, et une nouvelle France plutôt attachée aux acquis de la Révolution et au processus révolutionnaire. Donc voilà à peu près la situation. Ce 20 mars à Paris est un jour sans pouvoir, un jour de pouvoir vide et un jour d'attente. Et ce qui m'a frappé à la lecture des différents récits, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui ont pu être produits sur cette journée du 20 mars, c'est la dualité qui habite profondément l'histoire. Je vous parlais tout à l'heure des discours qui disent le vrai de l'histoire, et je vous en donnerai deux exemples. Et c'est là où on peut produire un récit qui est absolument passionnant, avec, dans un certain sens, du suspense et des contradictions. Ce sont des exemples neutres. Qui aurait idée de penser que des objets immatériels comme le silence ou la nuit sont des sujets de l'histoire à part entière? Et quand on regarde la façon dont ce silence parisien était considéré ce jour 20 mars 1815, on est fasciné par les contradictions des discours qui portent sur ce silence. Silence, pourquoi? Parce qu'il est vrai que dans la matinée du 20 mars, à la différence de ce qu'on aurait pu penser, aucune insurrection ne survient. Pas d'agitation sociale dans l'attente de ce retour de Napoléon. Paris est vide et désert, les boutiques sont fermées, les ateliers sont fermés, peu de gens circulent dans les rues, et les uns et les autres sont également frappés de ce silence qui frappe la capitale à l'aube d'un bouleversement incroyable, qui est ce retour incroyable de Napoléon qui avait abdiqué, encore une fois 8 mois auparavant, et qui était censé être sorti définitivement de l'histoire. Eh bien, ce silence, qu'il soit perçu du côté royaliste ou du côté bonapartiste, est complètement différent. Les bonapartistes considèrent que ce silence parisien est un silence calme, c'est un silence maîtrisé, de l'attente maîtrisée du grand homme qui va revenir. C'est un silence de self-control, comme diraient les Anglais. Alors que les partisans de la monarchie constitutionnelle, les partisans de Louis XVIII, considèrent que ce silence est un silence dramatique, un silence sinistre, dit même le duc de Broglie dans ses mémoires. Certains comparent même ce silence du 20 mars au silence de la place de la Révolution, le 21 janvier 1793, au moment de l'exécution de Louis XVI. C'est un silence consterné, c'est un silence d'abattement profond de ces Français qui espéraient enfin un retour stable et définitif à la paix, à la prospérité économique, à la reprise des relations commerciales avec l'Europe, et qui brutalement se rendent compte que le retour de Napoléon est un déni à la paix, un déni aux reprises des relations commerciales, et c'est donc un silence consterné. Voilà déjà un premier paradoxe, une première dualité qui habite profondément l'histoire. Et puis il y en a une seconde, mais je vous prends quelques exemples au hasard parce qu'elles sont en fait beaucoup plus nombreuses que ça. C'est le thème de la nuit. Napoléon aborde les Tuileries et entre à Paris par la porte d'Orléans en venant de Fontainebleau. Donc nous sommes le 20 mars vers 9h du soir. Et à 9h du soir, un 20 mars, il fait nuit. Et là encore, la nuit a été considérée de façon très très diverse par les uns et les autres. Les partisans de Napoléon ont considéré que la nuit était la nuit de tous les possibles, la nuit du démiurge, la nuit du très grand homme qui précisément ne voit pas les limites de son action du fait même qu'elle se déroule la nuit. C'est une nuit, au fond, incroyablement romantique. C'est presque déjà la nuit de Sainte-Hélène. L'esprit qui éclaire la nuit. Napoléon est l'esprit qui éclaire la nuit. Voilà comment, et tous les commentaires que l'on trouve autour de cette arrivée, dont on parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, tous les commentaires des partisans de Napoléon tournent autour de cette idée.
Alors que si on regarde la nuit du point de vue de ses adversaires, du point de vue encore une fois des partisans de Louis XVIII, la nuit est vue de façon totalement différente. C'est la nuit de l'usurpateur qui usurpe une nouvelle fois le pouvoir des Bourbons. C'est la nuit de la Bérésina, c'est la nuit du Napoléon qui quittera l'armée au commencement de la fin, comme disait Talleyrand en 1812, alors qu'elle est en pleine débandade à la suite de la campagne malheureuse de Russie. Ça sera la nuit de Waterloo, du 18 juin 1815, où Napoléon quitte le Gros Caillou à 11 heures du soir, alors que les derniers carrés de la vieille garde sont enfoncés par les fantassins anglais. C'est cette nuit-là, c'est une nuit profondément pessimiste, c'est la nuit de la défaite et de toutes les défaites, et c'est la nuit de ce voleur de pouvoir qui arrive de façon inopinée et qui prend le pouvoir légitime des Bourbons un beau soir de 20 mars 1815. Et vous voyez comme les discours sont différents. Et le travail de l'historien, encore une fois, je suis désolé d'être peut-être un petit peu pédagogue, peut-être trop pédagogue, c'est de montrer ces incroyables contradictions et ces différences d'appréciation, car elles sont encore les nôtres aujourd'hui. Nous serions, Laetitia de Witt, amenés à sortir tous les deux au bord de la Seine et confrontés à un événement quel qu'il soit, nous aurions probablement l'un et l'autre deux récits complètement différents de cet événement. Voilà ce qui se passe à toutes les époques et particulièrement lorsqu'on a à observer des époques agitées, des époques de crise et de crise profonde qui ont été ces 100 jours. Voilà, alors mais tout ça n'empêche pas Napoléon d'arriver, au contraire, il arrive, et donc là vous faites un espèce de flashback en arrière, puisque après vous vous placez dans les coulisses royalistes pour observer la montée de l'empereur et les 20 derniers jours du roi, et là aussi ça donne on a l'impression que vous braquez votre caméra sous un autre angle, et ça donne une vision très intéressante des choses, et surtout on voit le roi différemment et on assiste à une espèce de décomposition du pouvoir et à une impuissance du pouvoir et de Louis XVIII. Il y a beaucoup de choses à dire sur le vol de l'Aigle et sur ceux qui ont eu à l'affronter. La première chose, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie guerre des représentations qui oppose Louis XVIII à Napoléon autour de la question de la nation, cette belle maîtresse avec laquelle on a envie de coucher des deux côtés. Il y a un discours national qui est développé et du côté de la monarchie constitutionnelle, cette extraordinaire scène quasiment conjuratoire qui réunit le roi et les chambres le 16 mars, c'est-à-dire 4 jours avant l'arrivée de Napoléon à Paris, où le roi prête et renouvelle son serment à la charte et prouve en cela l'union intime qu'il veut avoir avec la nation autour de cette thématique qui va être développée sous la Restauration, qui est celle de nationaliser la royauté et de royaliser la nation. Ça, c'est vraiment une idée dominante du côté de la monarchie constitutionnelle. Et en réalité, si on regarde le rapport de l'histoire des faits à l'histoire des représentations, ce combat va être gagné par Napoléon. Napoléon, qui est un formidable, depuis les campagnes d'Égypte en 1796 jusqu'en 1815, un formidable entre guillemets, je ne le dis pas de façon péjorative, manipulateur des opinions et des représentations, va réussir ce combat de la nation par rapport à Louis XVIII. C'est-à-dire qu'il va réussir à incarner, en mettant en exergue les liens presque d'incarnation qu'il entretient avec le peuple et en obtenant ou en réalisant une sorte de résurrection du peuple qui est aussi la résurrection de la Révolution à l'occasion de son retour, que ce soit dans ses discours du Golfe Juan, de Grenoble, de Lyon, le 10 mars 1815, va faire en sorte que ses adversaires, Louis XVIII, les partisans de la monarchie constitutionnelle, les partisans de la paix, vont être disqualifiés et définitivement rangés du côté de la trahison et de l'étranger. Et le mythe des fourgons de l'étranger, par exemple, qui va poursuivre Louis XVIII, sa vie durant et sa mémoire durant, est né au cours de ce vol de l'Aigle et à travers les discours que tient Napoléon contre ses ennemis. N'oubliez pas que la première proclamation qui est signée par Napoléon, qui datait du Golfe Juan le 1er mars 1815, commence par « Nous avons été trahis ». Au fond, ce que tente Napoléon, c'est non seulement un nouveau mariage avec le peuple, dont il se dit le représentant suprême et le seul représentant possible, mais un nouveau mariage également avec la gloire française. Et tout le discours de Napoléon au cours de ce vol de l'Aigle est de considérer qu'il est le seul représentant possible de la gloire
des conquêtes et des victoires du consulat, de la Révolution, du consulat et de l'Empire, et que si cette gloire est tombée, c'est uniquement par trahison. Le vieux thème de la trahison, que l'on croyait à l'œuvre en 1919 en Allemagne, autour de cette expression que vous connaissez du coup de poignard dans le dos, qui a été utilisée par les vaincus allemands de la République de Weimar et puis de certains adversaires de la République de Weimar dans les années 20, dans les années 1920, était évidemment déjà à l'œuvre en 1815, et c'est le discours dominant de Napoléon. Nous avons été vaincus. Et je regarde un peu cette notion de trahison du point de vue des étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire des observateurs extérieurs, des Anglais. On a quelques récits de voyageurs anglais sous la première Restauration, et quand ceux-ci vont visiter les champs de bataille, comme par exemple les champs de bataille de la campagne de France de 1814, que ce soit Brienne, Champaubert et d'autres, tous les Français qui reçoivent ces voyageurs anglais parle de petites trahisons ou de grandes trahisons. Au fond, aux yeux de l'armée en particulier, et on va parler du rôle de l'armée dans le retour de Napoléon, la France n'a pas été vaincue, n'a pas été défaite en 1814, malgré le million de soldats des armées coalisées de la 6e coalition entrant en France en 1814. Elle a été trahie. Elle a été trahie par les Bourbons, elle a été trahie par certains maréchaux perfides comme Marmont et Augereau en particulier, elle a été trahie par qui vous voudrez, mais elle n'a pas été vaincue. Le Français, d'une façon générale, a beaucoup de mal à reconnaître sa défaite, à tel point d'ailleurs que Waterloo va finir par devenir une glorieuse défaite, et non pas une défaite tout court. Et n'oublions pas tout de même que l'armée passe son temps à célébrer de façon commémorative des défaites. Cameron est une défaite, 1 contre 40. C'est une défaite, certes pleine de panache, mais c'est une défaite quand même. Les défaites qui sont célébrées par l'armée française, c'est Sidi Ibrahim, c'est Bazeilles. Ce sont des défaites. C'est très très étonnant comme, du point de vue de la construction de la mémoire et de la nation française, nous nous sommes construits, comme l'a dit d'ailleurs très justement Renan à la fin du 19e siècle, sur nos malheurs et sur nos défaites. Waterloo en sera une, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le cœur du discours de propagande de Napoléon. Nous avons été trahis, d'une part, et d'autre part, je suis le seul représentant et le seul capable d'incarner le peuple. Ça, c'est un élément extrêmement important. Qui va se traduire au niveau des symboles, là aussi, puisque justement, la cocarde tricolore va très vite apparaître, remplacer alors il y a toute une guerre des symboles qui est la guerre des couleurs, où quand on regarde les rapports de police, on s'aperçoit que dans cette France qui est pour 70% analphabète, le discours politique passe par de la gestuelle, par des actes, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, on brûle le drapeau de l'ennemi, on le piétine, on crache dessus, on piétine la cocarde, qui est l'expression symbolique qu'on porte au chapeau du drapeau. On capture le drapeau de l'adversaire, et c'est beaucoup le cas des drapeaux tricolores pendant les 100 jours, accrochés au clocher des églises du village pour le remplacer par l'autre. Et ça, c'est récurrent et constant pendant toute cette période. Mais ce que je voudrais préciser, c'est au-delà des symboles, pour revenir à ce discours qui est celui de Napoléon, c'est l'incroyable distance et distorsion qui peut exister entre les discours et la réalité des faits. Parce que l'historien est là à la fois pour montrer la profondeur des représentations, mais aussi pour montrer ce qui couve sous les représentations, ce qu'il en est de la France. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette France de mars 1815, cette France du vol de l'Aigle, cette France du retour de Napoléon est une France évidemment infiniment plus complexe et contradictoire que ce que veut bien en dire Napoléon lui-même. C'est une France qui est partagée entre la monarchie constitutionnelle et l'Empire ou le retour de l'Empire, et dont les partages ne correspondent pas à des déterminismes sociaux. Il n'y aurait pas un peuple bonapartiste et des élites soucieuses de leur intérêt qui seraient royalistes. Il n'y aurait pas une France des façades méditerranéennes et atlantiques qui serait plutôt royaliste à cause de la reprise du commerce, et une France de l'Est, c'est-à-dire une France des frontières, qui serait plutôt bonapartiste à cause de la menace de l'invasion. Il y a des Frances imbriquées. J'ai appelé d'ailleurs cette partie du livre consacrée à l'observation du pays à ce moment-là, le puzzle France. Ce sont des Frances imbriquées et dont les imbrications s'expliquent par des éléments auxquels on n'a peut-être pas toujours pensé jusqu'à présent,
qui sont par exemple l'importance du passé et de la mémoire du passé. On va se déterminer soit du côté de Louis XVIII, soit du côté de Napoléon par rapport à la prégnance de la Révolution et du rapport que l'on entretient avec la Révolution. On s'aperçoit quand on lit les rapports de police que par exemple les réactions violemment royalistes que l'on observe dans le midi de la France, par exemple, où on observe un véritable royalisme populaire, ce que j'appelle un royalisme populaire, dans le nord aussi d'ailleurs, et dans une partie du centre aussi, sont déterminés par la façon dont ces mêmes personnes, parce que c'est la même génération, la génération de la Révolution et la génération des 100 jours, ont vécu la Révolution, ont été atteints dans leur chair et dans leur sang par les révolutionnaires, particulièrement à partir de 1795. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément qui détermine les gens par rapport à un parti ou par rapport à l'autre, c'est la prégnance de l'anticléricalisme. Et celui-ci est beaucoup plus fort et beaucoup plus déterminant dans l'Est de la France que dans le Midi, où on s'aperçoit que les congrégations, les expressions de la foi sont encore très présentes. Et il est certain que du point de vue d'un royalisme qui relève d'une certaine transcendance, d'un certain sens du sacré, cette adhésion au roi est plus facile, ou ce retour de l'adhésion au roi, malgré la disparition définitive de la royauté à travers l'exécution de Louis XVI dans les limbes de l'histoire en 1793, cette adhésion au roi est rendue plus facile par une prégnance du sens de la foi, du sens de la religion, que l'on trouve dans certaines régions françaises plus que dans d'autres. Donc vous voyez, ce sont des paramètres qui ne sont pas forcément les sempiternels paramètres économiques ou les sempiternels paramètres de l'invasion qui auraient été plus ou moins douloureuses dans telle ou telle partie de la France. Ce sont des paramètres qui sont plus secrets, mais que l'historien doit analyser si véritablement il veut comprendre la réalité de la situation. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Je vous propose de faire une courte pause. Nous nous retrouvons. Donc, je reçois Emmanuel de Varesquiel et nous avons évoqué la légende autour de la marche miraculeuse de l'Aigle. Nous avons vu comme c'était vu différemment, bien sûr, du côté royaliste et bonapartiste. Et maintenant, nous passons dans les coulisses royalistes pour voir les 20 derniers jours du roi et la fuite du roi vers la Belgique, et ce qui a été appelé, donc, qu'on connaît sous l'expression semaine 5 du titre éponyme d'Aragon. Donc, que faut-il retenir de cette semaine sainte ? Bon, d'abord, c'est l'obsession de la Révolution. Je vous ai parlé de cette prégnance de la Révolution, de la mémoire de la Révolution au cours de toute cette période. Ça me fait penser, vous savez, à un mot d'Auguste Comte qui dit qu'il n'a pas réussi à résoudre les contradictions de son passé, ne sera pas se déterminer dans l'avenir et avoir une vision claire de l'avenir. Et c'est très particulièrement vrai au cours de cette période. Tout le monde est prisonnier de son passé, que ce soit du côté de Napoléon, le passé de l'Empire, que du côté de la monarchie, le passé de la Révolution. Les contemporains du départ du roi comparent tous le départ de Louis XVIII le 19 mars 1815 à la fuite de Varennes, c'est-à-dire à l'épisode ô combien célèbre de Louis XVI arrêté à Varennes en juin 1780. C'est extraordinaire à quel point tous font le parallèle entre les deux, même si ça se passe de façon très très différente, puisque ce n'est pas un roi fuyard, c'est un roi entouré de sa cour qui va gagner l'exil belge de Gand et de sa maison militaire. Alors, ce qui est intéressant sur cette question, qui a été traitée de façon extrêmement brillante, de façon romanesque, par Aragon en 1954, c'est que cette fuite en avant ou fuite en arrière, comme on voudra, vers les frontières de la Belgique, du 19 au 25 mars 1815, est pleine de différences. Vous avez là à la fois des anciens fidèles de la monarchie, qu'on a appelés par dérision les voltigeurs de Louis XIV, entièrement poudrés, voilà, qui sont en perruque poudrée et bas de soie, mais vous avez aussi tout ce que la jeunesse des écoles, ce qu'on appelait les jeunesses des écoles, compte de partisans des libertés et du libéralisme. C'est ça qui est très extraordinaire. Lamartine, qui fait partie de ce pèlerinage, ce qu'il appelle un pèlerinage de la jeune France pour la défense des libertés. Vous avez des volontaires royaux qui sont issus de l'école de médecine, de l'école de droit, de l'école polytechnique, qui vont partir avec le roi parce que, à leurs yeux, le roi incarne, encore une fois, ces libertés françaises face au despotisme et à l'absolutisme napoléonien dont plus personne ne veut. Il y a une espèce de rapport de génération de cette jeunesse des écoles par rapport
rapport aux anciens grognards de l'Empire, qui est un peu celui que nous avons entretenu avec les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. On le trouve dans les récits de ces jeunes qui vont voir certains grognards et qui en ont assez des récits de bataille permanente et de cette espèce de bravade permanente, des décorations et de j'ai perdu mon bras ici et j'ai fait cela. On trouve l'expression de ce sentiment à travers cette jeunesse qui va suivre le roi vers l'exil. Enfin, et dès le départ, il y a deux pouvoirs qui se côtoient aux côtés de Louis XVIII. Oui, mais enfin, ne parlons pas de pouvoir, parlons plutôt d'une psychologie, parce que c'est plus intéressant. Et cette psychologie qui est incarnée par cette jeunesse libérale, à laquelle appartient, on trouve au cours de cette aventure extraordinaire sur les routes du Nord, des gens comme Chateaubriand évidemment, mais Lamartine, mais Géricault, mais Alfred de Vigny, et tous ont raconté ces aventures en se recomposant par rapport aux événements, parce qu'entre-temps, la nation s'est cristallisée, et entre-temps, il ne faisait pas bon de dire que l'on avait passé les frontières. La frontière était devenue quasiment une sorte de ligne symbolique entre la patrie d'un côté, le patriotisme d'un côté et la trahison de l'autre. Donc il y a eu toutes sortes de problèmes qui ont dû être résolus dans le récit par tous ces protagonistes de cet événement, de cette fuite, de cette semaine sainte, puisque ça se passe dans la semaine de Pâques, de cet accompagnement du roi sur les routes de l'exil, avec un côté quasiment shakespearien, tragicomique. Il y a des... Avec le roi Oui, on a l'impression d'être dans un roman de Cervantes, quand on regarde ça de près. C'est-à-dire que tous ces officiers de la maison militaire du roi sont persuadés, et à plus ou moins juste titre, d'être poursuivis par l'armée napoléonienne, l'ancienne armée royaliste qui s'est retournée du côté de Napoléon, par les grenadiers et les lanciers d'Excelmance. Il y a une espèce de peur, panique, et en même temps une envie terrible de se battre qui s'empare de tous ces gens-là. Et ce différentiel, ce rapport entre un passé de gloire impériale et un avenir incertain, un avenir fragile, où l'on sait que l'on ne se battra probablement pas, crée, dans un certain sens, les conditions de ce qu'on va appeler le romantisme français qui va traverser tout le 19e siècle. Et je pense que ce romantisme naît autant au cours de cette semaine sainte, de cette fuite, à travers des personnages comme Géricault, comme Vigny, comme Lamartine, que sur le champ de bataille de Waterloo. Il est là, le romantisme français. Il commence là. Il commence dans cette espèce de, je dirais, d'écart, de vide entre une bataille rêvée qui n'aura pas lieu et une solitude qui va avoir lieu, qui sera celle de l'exil de ces gens, un exil court, mais un exil politique. Et c'est un nouvel exil par rapport à l'émigration de 1791-1795. Donc le roi s'installe à Gand avec sa cour et en effet là c'est la vie en exil qui commence. Vous observez ça de très près. Donc on a peu parlé de Louis XVIII et pourtant vous lui consacrez de nombreuses pages où on sent une certaine affection presque chez vous pour lui. Non, d'abord je reprendrai la phrase de François Furet. Après tout, l'historien n'est pas là pour faire de la morale, et l'empathie et pire encore la sympathie n'ont pas lieu d'être du point de vue de l'historien. J'essaie d'expliquer Louis XVIII et d'ailleurs il y a un parallélisme entre Louis XVIII et Napoléon. Ce sont deux hommes qui croient profondément en leur destin, en leur étoile, et qui n'auraient pas retrouvé le pouvoir l'un et l'autre s'ils n'avaient pas eu cette foi incroyablement chevillée au corps en leur destin. Ça, c'est un premier point, et ça les rapproche. Dieu sait que tout par ailleurs les divise. Et ce qui les rapproche encore, c'est la solitude du pouvoir. Et ça m'a fasciné. Et du point de vue de Louis XVIII, cet homme qui a une incroyable intelligence politique, qui a eu la faculté de comprendre les acquis de la Révolution, de les admettre et de les intégrer, alors même que du point de vue de son éducation, du monde de l'Ancien Régime, d'où il vient, il n'y avait aucune raison de penser qu'il aurait été capable de le faire. Eh bien voilà un homme qui se retrouve incroyablement seul, particulièrement sous les 100 jours. Il est seul évidemment parce qu'il a affaire à un adversaire ô combien redoutable qui est Napoléon. Mais parlons peut-être aussi de sa famille. Mais il est aussi seul au sein même de sa famille. C'est un vieux roi, il a plus de 60 ans, il est podagre, il est goutteux, il est probablement plus ou moins impuissant. En tout cas, il n'a pas de descendance directe. Il est obligé de compter sur la descendance de son frère, qui est en opposition politique ouverte avec lui, qui lui croit que la révolution n'a pas de racines profondes dans le pays, que la révolution est le fruit d'un complot, et donc qui est fasciné, lui, par une sorte de retour miraculeux de l'Ancien Régime, ce qui n'est pas du tout le cas de Louis XVIII. Il est donc en opposition avec ce frère ambitieux, qui est suivi
ce frère par tout le reste de la famille, la duchesse d'Angoulême. Et qui a un fils, ce frère. Son fils, le duc de Berry, etc., etc. Ça, c'est une première forme de solitude. Mais il y en a d'autres. Il est seul aussi par rapport à ses cousins d'Orléans. Et là, il y a une sorte de danse du ventre qui est menée par le futur Louis-Philippe, premier roi des Français, qui attendra encore 15 ans pour accéder au pouvoir en 1830, mais qui était sur le point d'obtenir le pouvoir en 1815, et qui mène un jeu incroyablement subtil par rapport à son cousin, le gros Louis XVIII. Louis 2 x 9, comme on disait dans l'armée, le gros cochon. Cochon 18. Cochon 18 pour dire les choses de façon un peu abrupte. Et puis il est seul enfin par rapport à ses pseudo-alliés européens. Ceux qui se disent ses alliés, c'est-à-dire cette coalition qui se reforme immédiatement contre Napoléon au moment où Napoléon revient en France, revient au pouvoir, parce que Napoléon est le plus petit dénominateur commun de cette Europe par ailleurs divisée, mais qui miraculeusement va se reformer pour terrasser définitivement le récidiviste, celui qui, à nouveau, inculque la peur à l'Europe et qui, à nouveau, remet en question la paix européenne. Ça, c'est le point de vue de l'Europe. Ses alliés ne sont pas plus alliés que ça du roi Louis XVIII. En réalité, ils vont profiter de la situation pour l'exploiter et pour affaiblir, autant que faire se peut, cette France dangereuse, cette France perpétuelle trublion de l'Europe, cette France qu'il faut en partie dépecer, occuper en tout cas, et c'est ce qui va se passer à l'issue des 100 jours et du second traité de paix qui va être signé entre la France et l'Europe. À la différence du premier, ce second traité de paix sera extrêmement sévère, avec une indemnité très lourde, une occupation du territoire de 5 ans et des diminutions de territoire et des modifications de frontières aux dépens évidemment de la sécurité française. Et le début de la haine presque franco-allemande. La bataille de Waterloo, qui est une défaite pour Napoléon, est également une défaite pour Louis XVIII. C'est une victoire à la Pyrrhus et c'est une véritable défaite dans la mesure où cette victoire des Alliés si nette, si ample, si rapide, va profiter et va, je dirais, augmenter encore leur ambition de conquête du territoire. Et je vous disais que les 100 jours étaient la matrice de beaucoup de choses, la matrice des grands mythes fondateurs de la nation française, mais elle est aussi la matrice de la haine franco-allemande qui va perdurer pendant presque un siècle et demi. Cette haine va trouver son expression dans la vengeance prussienne de l'occupation prussienne de la France en 1815. Vous savez, certains auteurs célèbres parlant de Paris en 1944, ont intitulé leur livre « Paris brûle-t-il ». Je n'ai pas besoin de vous raconter le scénario du livre et du film. Mais Paris brûle-t-il, c'était déjà en 1815. Ce que personne ne sait, c'est que Blücher, qui était à la tête de l'avant-garde des armées alliées qui entrent en France et qui entrent à Paris le 7 juillet 1815, avait prévu, j'ai lu ces lettres, les lettres qu'il écrit à son état-major et à sa femme en particulier, où il parle de tuer tous les Parisiens. Il est animé par une haine, par une vengeance et surtout par une volonté de construire la nouvelle nation allemande sur le cadavre de cette France orgueilleuse, de cette France qui a occupé la Prusse à partir de 1806 jusqu'en 1812, et de cette France absolument impossible. Et lorsqu'il entre à Paris, il fait miner l'intégralité des monuments publics parisiens, pas seulement les ponts qui lui rappellent de mauvais souvenirs, comme le pont d'Iéna, cette célèbre défaite prussienne qui, grâce à Wellington, 1806, mais aussi les Invalides, mais aussi l'Arc de Triomphe, ou ce qu'il en était de sa construction à l'époque, mais aussi les Tuileries. Et c'est grâce à Wellington et à Louis XVIII, bombardé aux Tuileries assez rapidement pour intervenir en médiateur entre les Français et les armées d'occupation et, dans un sens, sauver Paris d'une catastrophe imminente. Paris brûle-t-il, c'est 1815. C'est 1815 et heureusement que Wellington est arrivé dans l'affaire. Alors pourquoi a-t-il fait le choix de Louis XVIII finalement ? Les Anglais sont très pragmatiques. Wellington, qui est le grand héros, un héros de notre temps, comme dirait Lermontov, qui est le grand héros de Waterloo. J'ai essayé de montrer Waterloo du côté des morts, et puis aussi du côté des Alliés, autant que du côté français. Et du côté de Gand aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est... Mon Waterloo, c'est le Waterloo de Chateaubriand, qui se recompose par rapport à l'événement, qui lit les commentaires de César dans les plaines de Gand, alors qu'il entend le canon
et un canon d'une bataille qui ne porte pas encore de nom, hein. Le canon de la future bataille de Waterloo. Mon Waterloo à moi, c'est le Waterloo des Français qui sont du côté royaliste et qui sont dépêchés par Louis XVIII pour ramasser les cadavres français sur le champ de bataille. À l'aide de 3000 paysans belges, on passe des journées et des journées à ramasser les morts de Waterloo. C'est aussi le Waterloo de la panique, parce que à un moment donné de la journée, on pense que les Français ont gagné. Et à Gand, à Bruxelles et dans toute la Belgique, ce sont des cohortes de fuyards qui convergent vers Anvers et éventuellement vers l'Angleterre, persuadés qu'ils sont que les Français vont entrer dans Bruxelles. C'est un Waterloo, c'est le Waterloo de Victor Hugo, hein. La lune était sinistre sur cette plaine. C'est le Waterloo de la blessure, et c'est aussi le Waterloo qui va diviser les Français. Souvenez-vous de l'assassin du duc de Berry en 1820, Louvel. Au moment de son procès, Louvel dit « J'entendais encore le canon de la défaite de Waterloo ». Ce Waterloo, qui va être considéré beaucoup plus tardivement comme un élément de réunion des Français, et Victor Hugo le dit dans ses Misérables, a été pendant très longtemps un instrument de division entre les Français. Non seulement une épouvantable défaite et une épouvantable hécatombe humaine, mais aussi un instrument de division politique. Et aussi, finalement, l'échec de l'aspect libéral du régime, la première Eh bien, le libéralisme a été beaucoup plus difficile à exercer. D'abord, le libéralisme a toujours été minoritaire en France, hein. Pensez aux libéraux en 1789. Ils n'ont pas réussi à faire advenir leur programme politique. Les Français ont toujours été plus attirés par les abstractions. La notion de souveraineté, de renversement absolu, la souveraineté royale par la souveraineté du peuple, a fait que cette tentative intermédiaire, cette tentative médiane, qui était la tentative libérale, a échoué dès 1789. Elle est reprise en 1814. Il va à nouveau s'effondrer. L'occasion manquée des 100 jours, c'est cette occasion de la modération, c'est cette occasion d'une marche modérée, progressive et lente vers la démocratie qui est tentée par la monarchie constitutionnelle de Louis XVIII en 1814 et qui va s'effondrer du fait même que ce libéralisme va se diviser en deux. Une partie du libéralisme va se reporter sur la légende napoléonienne, sur la gloire napoléonienne, et que l'autre va rester fidèle à Louis XVIII. Et on va retrouver ces divisions du libéralisme au cours de tout le 19e et d'une partie du 20e siècle. Donc, à Waterloo, Wellington fait un peu... Enfin, c'est lui qui rappelle finalement Louis XVIII. C'est grâce à lui que Louis XVIII revient en France. Disons, il ne le rappelle pas. Non, il ne le rappelle pas. Mais... Louis XVIII revient au fond tout seul contre la volonté des Alliés, contre la volonté de tous les souverains européens. Alexandre Ier aurait préféré que le gros roi reste en Belgique et n'embête pas les Alliés dans l'opération de conquête qu'ils sont en train de mener en France. Et Louis XVIII, avec le petit clin d'œil de Wellington, qui fait partie encore une fois de l'avant-garde des armées alliées, va suivre les armées anglaises, profiter de la situation, selon l'idée que les absents ont toujours tort, pour mettre les pieds le plus rapidement possible à Paris. La situation à Paris n'est pas facile. Que des personnes, aucun des étrangers n'a voulu traiter avec une assemblée qui était l'assemblée élue sous... En réalité, les Alliés ne voulaient traiter avec personne. Ils ne voulaient traiter ni avec la Chambre des représentants issus des 100 jours de Napoléon, ni avec Louis XVIII lui-même. Ils voulaient surtout profiter de la situation, des rapports de force qui leur étaient favorables à l'époque, pour exploiter au maximum cette situation. Enfin, ils n'avaient pas confiance en Louis XVIII, quelque part, qui rendait responsable de l'échec de la monarchie. Oui, Louis XVIII était considéré comme un déclassé politique par les Alliés et plutôt comme un empêcheur de tourner en rond, hein, pour dire les choses, comme quelqu'un d'un peu encombrant. On aurait préféré, au fond, choisir soi-même, je vous parle des Alliés, le juste représentant, c'est-à-dire celui qui nous convient le mieux de la France à l'époque. C'est comme ça que ça aurait pu se passer. Alors Wellington, pour reprendre et pour répondre in fine à votre question, avait une position un peu différente dans la mesure même où il était extrêmement pragmatique et qu'il a considéré que des négociations, notamment sur la question des indemnités françaises à rendre aux armées alliées qui remontaient pour certaines à la Révolution, au consulat et à l'Empire, ces négociations avaient été commencées de toute bonne foi avec le régime de Louis XVIII sous la première Restauration et qu'elles devaient être poursuivies. Vous savez, la vision de Wellington est une vision très matérialiste, presque économique et financière, et qu'elle pouvait être poursuivie avec ce même régime, donc avec ce Louis XVIII, dont il fallait défendre la pertinence et la cause. Emmanuel de Varesquiel, nous arrivons au terme de notre émission. Que faut-il retenir de ces 100 jours ?
Au fond, il cristallise les grands mythes nationaux, c'est-à-dire le rapport de la gloire à la paix, le rapport de la trahison à la fidélité, le rapport de l'égalité à la liberté, les rapports de la légitimité et de la légalité, parce que les 100 jours, c'est aussi une crise de deux légitimités affrontées, celle de Napoléon d'un côté et celle de Louis XVIII de l'autre, et quand deux légitimités s'affrontent, évidemment, elles perdent de leur puissance. Et n'oubliez pas que la question de la légitimité, a été une sorte de talon d'Achille de toute notre histoire contemporaine. D'ailleurs, on parle encore de légitimité démocratique en France aujourd'hui. Et ça naît en 1815. Donc, c'est véritablement une période, non pas la conclusion de quelque chose, mais une période fondatrice et créatrice d'un univers psychologique, mental, idéologique, dans lequel nous vivons encore un peu aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel pour cette nouvelle lecture des 100 jours. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 100 jours, la tentation de l'impossible. Merci beaucoup d'être venu au micro de Canal+.